Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite d'une petite séance de TD d'électromagnétisme. Alors, dans cette séance, nous allons aborder l'exercice 2 de la fiche de TD numéro 2. Donc encore une fois, on va traiter de phénomènes d'induction. Alors, vous avez l'énoncé devant les yeux. On vous propose d'étudier le mouvement d'une bobine carrée dans divers champs d'induction magnétique B. D'accord ? Donc on vous dit que les caractéristiques de cette bobine sont une surface grand S de 9 cm² et un nombre de spires est égal à 100. Donc attention, on a bien une bobine qui est constituée effectivement de plusieurs spires. Donc ici, il y a 100 spires qui constituent votre bobine. La résistance de cet ensemble, c'est-à-dire la résistance de cette bobine est de 10 ohms, et on vous dit qu'elle possède une masse de 10 grammes. Donc on vous dit qu'on va utiliser le repère orthonormé, usuel, et que la bobine est dans le plan OXZ. Donc OXZ, si je regarde sur la figure 1, ici vous avez votre repère orthonormé et votre bobine qui est ici. D'accord ? Bien. Alors, dans la première question, on considère un champ d'induction magnétique constant uniforme qui va être orienté suivant le vecteur J. D'accord ? Donc, le vecteur J, donc c'est ici ma première figure. Donc, on a le vecteur B ici qui est suivant l'axe J. On vous dit d'établir les expressions de la force électromotrice induite et du courant induit dans les cas suivants. Donc, les deux cas suivants. Donc, petit a, la bobine se déplace sans frottement à la vitesse constante V égale V0J. Et dans un deuxième temps, la bobine se déplace sans frottement à la vitesse constante V, mais cette fois-ci V0I. D'accord ? Donc, si on traite déjà le premier cas, on a une bobine qui est animée d'un mouvement rectiligne et uniforme suivant l'axe Y. Donc, vous avez ici la vitesse qui est égale à V0J. J'ai oublié ici de reporter le V0, le petit 0 en indice. Donc, votre bobine va se déplacer dans ce sens-là, c'est-à-dire bien parallèlement à l'axe Y, et on vous demande du coup d'en déduire la force électromotrice induite par ce mouvement. D'accord ? Alors, si on regarde un petit peu les choses de plus près, vous savez bien évidemment que la force électromotrice va être pilotée ici par la loi de Lenz-Faraday, le fameux E égale moins d2φ sur dt. Donc on va devoir, dans un premier temps, s'intéresser au flux du champ magnétique à travers la surface de la spire. Donc ce flux, ce que j'ai appelé φB ici, je vous l'ai représenté ici en vert. Donc ça c'est la surface effectivement de votre spire, c'est la surface grand S. Donc vous savez que le flux du champ B, ça va être défini mathématiquement par la double intégrale de B scalaire ds. D'accord ? Donc, si je regarde un petit peu ce que ça va donner, vous avez un champ B effectivement qui est selon J. Donc là, je vais orienter mon contour, le contour de ma spire, je vais l'orienter de manière à ce que ds soit effectivement collinéaire au champ B. Alors pour que ds, donc la normale au plan de surface de la spire soit collinéaire à B, eh bien tout simplement, il faut orienter votre contour ici dans le sens horaire. D'accord ? Si vous orientez bien votre contour dans le sens horaire, votre ds ici pointera bien vers le fond de l'écran. Donc, le champ B étant uniforme, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale et il suffira du coup d'intégrer simplement la surface grand S. Donc là, vous n'avez aucun problème, ça vous donne donc B fois grand S, où je rappelle que grand S est la surface de la bobine. Alors, ce flux du champ magnétique, vous remarquez qu'il est constant dans tout le mouvement de votre bobine, et quelle que soit sa position. Donc le flux est constant ici, parce qu'effectivement, le champ B ne dépend pas du temps. C'est-à-dire que la dérivée de B par rapport au temps est égale à 0. D'accord ? Donc vous avez bien un flux du champ magnétique à travers la surface de la spire qui est constant. Alors maintenant, si vous voulez en déduire la force électromotrice induite, eh bien tout simplement vous utilisez la loi de Faraday
Et du coup, comme votre flux est constant, eh bien sa dérivée temporelle est égale à 0. De ce fait, il n'y aura pas de courant induit dans votre spire. Donc dans ce cas présent, le courant induit est égal à 0. Donc pas de force électromotrice et pas de courant induit. Alors dans le deuxième cas, la bobine se déplace cette fois-ci selon l'axe X. D'accord? Donc toujours mouvement rectiligne et uniforme, mais cette fois-ci parallèlement à l'axe X. Et le champ B, lui, n'a pas changé de direction, ni de sens, et il est toujours homogène. Donc si la vitesse est maintenant celle-ci, le flux, si vous recalculez le flux du champ magnétique à travers la spire, vous allez encore trouver B fois S. C'est le même calcul que précédemment, la situation n'a pas changé, malgré que la spire, effectivement, se déplace différemment. Donc vous allez retomber encore une fois sur E égale 0 et les courants induits nuls. Bien. Alors, dans la deuxième question, on va un petit peu changer en fait la situation. Dans la deuxième question, on vous dit, suivant l'axe X, le champ d'induction magnétique d'intensité, donc 0,05 Tesla, est limité par deux plans d'abscisse X égale 0 et X égale grand L. D'accord? Donc cette fois-ci, votre champ magnétique B va être homogène, mais uniquement dans une certaine région de l'espace, comprise entre 0 et grand L. On vous dit que la bobine se déplace sans frottement sur l'axe X. Donc là, on nous invite à regarder la figure 2, c'est celle-ci. D'accord? Donc ça, vous avez votre axe X qui est là, votre bobine qui va se déplacer suivant l'axe X vers la droite. Et là, vous avez votre champ magnétique qui va régner entre ces deux plans. Champ magnétique donc homogène dans cette région-ci et qui pointe ici vers le fond de l'écran. Alors, on va vous demander encore une fois de déterminer la force électromotrice et le courant induit. Donc ici, si on se représente un petit peu la situation, vous avez votre bobine qui se déplace bien vers les X croissants et vous avez votre champ magnétique B ici qui n'existe que dans la région comprise entre X égale 0 et X égale L. Donc le champ B est uniforme dans tout son domaine d'existence, mais simplement, regardez un peu, son domaine d'existence, ce n'est pas tout l'espace, c'est un domaine restreint. Donc vous avez X appartenant à 0 grand L ici, et non pas petit l. Voilà. Et ensuite, pour Y, donc du coup, pour Y appartenant à moins l'infini plus l'infini, et Z appartenant à moins l'infini plus l'infini. Donc on va pouvoir dégager en fait 5 cas possibles en fonction de la position de la spire par rapport à X. Donc le premier cas, ça sera pour X compris. Alors je vous rappelle que X, c'est la position du point A. Donc ici, le point A a comme ordonnée, abscisse petit x. Donc vous avez, premier cas possible, petit x appartient à moins l'infini 0. Deuxième cas possible, x appartient à 0, petit l. Troisième cas possible, x appartient à L, grand L. Donc quatrième cas possible, x appartient à grand L plus petit l. Et dernier cas possible, petit x appartient à grand L plus L plus l'infini. Alors, je vous ai fait des schémas pour représenter ces 5 positions particulières ici de votre bobine. Alors, première position, première région où la spire peut se trouver, c'est lorsque x appartient à moins l'infini 0. Donc votre spire se déplace comme ceci, mais dans une région où il n'y a pas de champ magnétique. Ensuite, votre spire, le x va être compris entre 0 et petit l, à savoir, vous êtes dans cette position-ci, par exemple. Donc là, votre spire a commencé à rentrer dans la région où existe le champ magnétique. Troisième cas de figure, c'est le cas où la spire est complètement rentrée dans la région où règne le champ magnétique. Donc ici, c'est x appartient à petit l, grand L. D'accord ? Je vous rappelle, j'insiste bien que x, encore une fois, c'est bien la position du point A. Quatrième cas possible, c'est cette situation-là, c'est quand la bobine commence à sortir de la zone où règne le champ magnétique. Donc ici, on a x qui appartient à grand L, L plus petit l. Et puis, cinquième et dernier cas, c'est le cas où la bobine est complètement sortie ici de la région où règne le champ,
hein, et donc là, vous êtes dans le cas où x appartient à grand L plus petit l plus l'infini. Donc voilà pour les 5 cas ici qui vont nous intéresser. Alors prenons le premier cas. Premier cas, votre bobine effectivement est dans une région où il n'y a pas de champ. Donc le champ est nul. S'il n'y a pas de champ, eh bien le flux à travers la spire est nul. Et si ce flux est nul, sa dérivée est nulle. Et si sa dérivée est nulle, la force électromotrice induite est nulle. Et encore une fois, si la force électromotrice est nulle, il n'y a pas de courant induit dans votre bobine. Deuxième cas, votre bobine commence à rentrer dans la région où règne le champ. Alors cette fois-ci, là, il va falloir faire attention. Il va falloir qu'on calcule le flux, on va dire intercepté, par le champ B. Alors regardez un petit peu. Donc le flux du champ magnétique, donc ça va être une double intégrale, comme d'habitude, de B scalaire ds, d'accord? Mais alors attention, ici, pour avoir le flux total, il ne faudra pas oublier de multiplier par le nombre de spires, d'accord? Et si vous regardez bien, hein, sur mon schéma qui est ici, le flux effectivement du champ B, le champ B n'existant que dans cette région-là, eh bien il va falloir prendre en compte uniquement que cette surface ici, d'accord? Alors, cette surface-là, je l'ai appelée S', d'accord? Donc on va sommer, en fait on va faire l'intégrale, mais sur S'. Alors pour faire ce petit calcul d'intégration, on va prendre la surface de notre spire ici, de notre bobine, hein, donc ici j'ai représenté qu'une seule spire, et on va la découper en éléments de surface infinitésimaux. D'accord? Donc ici, je vais découper en tranches de largeur dx et de hauteur petit l. Vous voyez? Et donc ça, je vais appeler ça mon élément ds. Et mon élément ds, en fait, je vais orienter mon contour pour que mon élément ds pointe vers le fond du tableau. Donc en fait, hein, l'idée, c'est que j'oriente mon contour pour que l'élément ds soit collinéaire à B pour faciliter les calculs. D'accord? Donc encore une fois, si je dois faire pointer le ds vers le fond pas du tableau ici, mais de l'écran, eh bien, je dois orienter mon contour dans le sens horaire. D'accord? Bon, on reverra ça tout à l'heure. Donc mon élément ds ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va être moins LDX porté par le vecteur unitaire K. D'accord? Donc largeur ici, ou longueur plutôt, fois hauteur ou largeur, comme vous préférez. Donc, mon calcul de flux va se résumer au calcul intégral suivant, c'est-à-dire grand N, intégrale de BDL dx', d'accord? Et je vais sommer, ici, vous voyez qu'il faut que je somme de 0 à la position ici de ma spire, c'est-à-dire de 0 à x. Cette intégrale se calcule très facilement, donc ça vous fait phi b est égal à grand NB fois petit l fois x, d'accord? Donc là, vous avez en gros, vous venez de calculer le flux du champ magnétique, d'accord, intercepté par la spire, en fonction de sa position, d'accord? Mais la position de la spire, c'est-à-dire la position du point A, ici, vous savez que votre spire est animé d'un mouvement rectiligne-uniforme à la vitesse v, donc vous savez tout bêtement que x c'est v fois t. Donc je remplace le x ici, et j'obtiens que le flux de B c'est égal à grand NB, petit l, v fois t. Où t bien entendu c'est le temps. Donc le flux maintenant que vous venez de calculer, en ce qui concerne ce domaine ici, eh bien ce flux-là, vous voyez qu'il est dépendant maintenant du temps. Et vous voyez, même si on regarde un petit peu comment évolue le flux, eh bien vous voyez que ce flux augmente avec le temps. Ce qui est bien normal, hein, vous voyez que la surface ici que va intercepter le champ magnétique, quand votre spire se déplace, cette surface ici va augmenter jusqu'à atteindre la surface totale de la spire. D'accord? Donc il est bien normal que le flux du champ magnétique augmente dans ce cas présent. Alors une fois que j'ai le flux, je fais la dérivée par rapport au temps pour utiliser la loi de Lorentz, la loi de Lenz-Faraday, et vous en déduisez que petit e, la force électromotrice, c'est moins NBL fois petit v. Donc ici, vous avez bien
une force électromotrice induite qui va apparaître au sein de votre bobine. Donc là, on a clairement un effet d'induction. C'est ce qu'on appelle un effet d'induction motionnelle, parce qu'ici, il s'agit du mouvement d'un circuit électrique dans un champ magnétique uniforme. Le champ ici est constant, il ne varie pas en fonction du temps, c'est donc un phénomène motionnel. Alors, regardez un petit peu ce qui va se passer. Si j'ai une force électromotrice au sein de mon, de ma bobine, eh bien ça veut dire qu'effectivement j'ai un champ E qui a été créé. D'accord ? Donc ce champ E, si vous regardez bien, ici j'ai une force électromotrice qui est négative, ce qui veut dire que le champ E est dans le sens opposé, voyez, au contour, à l'orientation de mon contour. Donc les flèches rouges ici, c'est l'orientation de mon contour de manière à avoir un... pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc l'orientation de mon contour ici a été définie pour avoir un ds qui pointe vers le fond de l'écran. D'accord ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, je vois que comme j'ai une force électromotrice négative, eh bien obligatoirement, mon champ électrique doit être à l'opposé du coup de l'orientation de mon contour. Donc ça, vous pouvez regarder dans l'exercice précédent, la vidéo de l'exercice précédent, où j'ai expliqué en fait l'orientation du champ E. Je vous rappelle, pour faire vite, l'orientation du champ E ici par rapport à la force électromotrice, on voit ça par rapport à la circulation du champ E sur le contour fermé. Donc là, je vous renvoie sur l'exercice numéro 1 de cette même fiche. Alors, si effectivement j'ai un champ E qui apparaît dans ma bobine, et bien forcément avec la loi d'Ohm, vous savez que J égale sigma E, avec sigma la conductivité, et J du coup ça va être la densité de courant induit, et donc ça signifie bien qu'il y a bien un courant qui va se mettre à circuler dans votre bobine. Donc le courant induit, encore une fois ici, il va circuler dans le sens opposé, d'accord, à l'orientation de mon contour. Alors, en fait, c'est le moins qui est ici. Vous allez avoir, on va le voir après, le courant induit va aussi apparaître dans le calcul comme étant négatif, ce qui signifie que le courant induit est bien en sens opposé par rapport à l'orientation de mon contour. Alors, ce courant induit, en fait, ici, si vous appliquez la règle de la main droite, vous voyez qu'il va créer un champ magnétique induit qui pointe vers vous. Donc ça, c'est pareil, je vous l'ai expliqué dans l'exercice précédent, ça c'est la fameuse loi de Lenz qui vous dit que l'effet va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Bien, alors continuons. Donc si je veux maintenant calculer le courant induit par définition, c'est la force électromotrice sur, on va dire, sur la résistance de mon circuit électrique. Tout simplement, ça c'est la loi d'Ohm, E égale RI, et donc du coup vous avez I égale E sur R, tout bêtement. Donc mon courant induit est ici, et vous voyez qu'effectivement il est bien non nul. Donc ça c'était pour la deuxième situation. Prenons maintenant le troisième cas, le cas où la bobine ici est entièrement rentrée dans la zone où règne le champ magnétique. Donc si vous calculez le flux, là le flux c'est assez facile à calculer. Vous avez un champ homogène, d'accord. Vous avez le champ intercepte la surface totale ici de votre bobine. Et donc du coup vous pouvez dire que phi b c'est égal à B fois grand S, d'accord. Et ici mon grand S, j'ai introduit le paramètre L, qui est en fait le côté du carré. Donc ça vous fait B L au carré. D'accord. Donc encore une fois, dans cette région-là, vous voyez que le flux est constant. Donc, rebelote, la force électromotrice est nulle et le courant induit sera nul. Quatrième situation, la bobine va commencer à sortir du champ magnétique, de la région où règne le champ magnétique. Donc de nouveau, vous voyez que la surface que va intercepter le champ magnétique est plus petite que la surface totale de la spire. Donc je réapplique le même calcul que tout à l'heure, je recalcule mon flux de champ magnétique en n'oubliant pas toujours le nombre de spires, et
Bon, je redécoupe comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Voilà, je prends exactement la même chose. Mais cette fois-ci, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'il va falloir bien positionner les bornes d'intégration. D'accord? Donc là, on va sommer de grand L moins L moins X. Donc, grand L moins L moins X, en fait, ça nous mène ici. C'est ce point-là, en fait. Ça, je vous amène à... Enfin, je vous conseille d'y réfléchir. C'est pas très compliqué. Donc, ce point-là, c'est grand L moins L moins X. D'accord? Et on va sommer jusqu'à grand L, c'est-à-dire ici. Ok? Donc, si vous faites ce calcul, ça vous fait NB petit l fois grand L plus L moins X, pardon, je vais y arriver. Vous voyez que les grands L se simplifient. Et donc, il vous reste tout simplement un phi b, donc un flux, qui va s'écrire de la façon suivante, NB petit l, facteur de petit l moins VT. Donc ici, j'ai remplacé le X par VT. D'accord? Donc là, j'ai encore une fois l'évolution du flux en fonction du temps. Donc là, vous pourriez vous poser la question. Vous voyez que ma bobine donc, se déplace sur la droite. La question qu'on pourrait se poser, sans regarder les équations, c'est comment va varier mon flux lors de ce déplacement? Eh bien, pour répondre à cette question, eh bien c'est simple. Vous voyez que la surface que va intercepter le champ magnétique dans le mouvement de votre cadre, eh bien cette surface va diminuer. Le cadre avançant, la surface ici va diminuer. Donc votre flux de champ magnétique est amené à diminuer. Et c'est bien ce que vous retrouvez ici avec le signe moins. Donc si vous calculez maintenant la force électromotrice, eh bien vous dérivez phi b par rapport à dt. Et vous avez cette fois-ci plus NB petit l fois V. Donc, cette fois-ci, vous reprenez votre cadre avec son orientation, qui n'a pas changé. Par contre, maintenant, vous voyez que votre force électromotrice est positive, ce qui veut dire que la circulation du champ E autour de mon cadre va être positive. Et si ma circulation autour du cadre est positive, ça veut dire que le champ E a la même orientation que le contour, tout bêtement. Donc là, vous avez bien un champ E qui a la même orientation que le contour, c'est-à-dire ici qui tourne dans le sens, on a dit, horaire. D'accord? Donc pour les courants induits, ça va être la même chose. Vous avez J égale sigma E, ce qui veut dire que les courants induits ont le même sens que E. Et donc vos courants induits vont être orientés comme ceci. Alors vos courants induits, si vous prenez, si vous appliquez la règle de la main droite, vous voyez bien que cette fois-ci, vos courants induits vont générer un champ induit qui va pointer vers le fond de l'écran. Donc là, c'est un champ qui est généré. On a dit que le flux diminuait, d'accord? Donc le champ qui va être créé va s'opposer à cette diminution en venant renforcer le flux. Donc si je recalcule mon courant induit, toujours E sur R, ça fait NBLV sur R. Donc vous pouvez voir maintenant que le courant induit, il est effectivement positif, donc orienté dans le même sens que mon contour. Bien, alors on nous demande de tracer effectivement graphiquement tous les résultats qu'on vient d'établir. Alors moi dans l'exercice ici, je vous avouerai que j'ai pas fait les applications numériques parce que j'ai pas forcément eu le temps vu les conditions. Donc ça je vous invite à faire je vous invite à faire par vous-même les calculs. Il n'y a rien de très compliqué. Ce qui était important, c'est de vous transmettre le raisonnement à appliquer. Alors ici, vous avez l'évolution du flux et du courant induit en fonction de la position de la bobine. Donc ici, sur un même graphe, vous avez la position en X ici. Et en ordonnée, en rouge, vous allez avoir le flux du champ magnétique en fonction de la position X du cadre. Et vous allez avoir également, alors ici, je vois que j'ai fait une petite coquille. C'est pas un grand X ici, c'est un petit X, vous ferez attention. Donc vous allez avoir en vert le graphe qui représente l'évolution des courants induits. Alors, première région, il n'y a pas de force électromagnétique, électromotrice, et il n'y a pas non plus de courant induit. Donc votre flux, en plus là, donc votre flux est nul, donc il n'y a rien en fait dans cette région-là. Une fois que votre cadre va rentrer dans la région où règne le champ magnétique, vous allez avoir une augmentation linéaire du flux du champ magnétique. Ensuite, une fois que le cadre est complètement rentré effectivement dans votre région où règne le champ, le flux va rester constant
jusqu'au moment où le cadre va commencer à sortir de cette région. Et auquel cas, là, votre flux va diminuer jusqu'au moment où votre cadre sera complètement sorti du champ magnétique. Auquel cas, ici, le flux est nul, la force électromotrice est nulle et le courant induit est nul. D'accord ? Donc ici, vous avez les courants induits, enfin le courant induit en fonction de la position. Donc quand le flux augmente, vous avez un courant négatif. D'accord ? Et quand le flux est constant, vous avez un courant nul. D'accord ? Et lorsque vous avez un flux qui diminue, vous allez avoir un courant positif. Alors, le signe du courant, négatif ou positif, ça vous indique juste la direction, enfin le sens, on va dire, du courant dans votre circuit. C'est ça le signe, enfin le sens du signe du courant électrique dans ce type de problème. Bien, maintenant nous allons aborder la deuxième partie de la question 2. Donc, vous allez voir que cette deuxième partie ici est assez conséquente et pas facile. Donc on vous dit, on vous décrit la situation. La bobine aborde la zone magnétique avec une vitesse initiale V0, suivant l'axe X. D'accord ? On vous dit qu'à ce moment-là, du coup, elle est abandonnée à elle-même. Bien. Donc on nous demande d'établir, dans les cas où X appartient à 0L et X appartient à petit l grand L, l'équation du mouvement sous la forme V de t. On nous demandera ensuite d'en déduire l'expression de la fonction qui représente la position, à savoir x de t, dans chaque cas. Alors, ce type de question en fait requiert de faire en gros l'étude du mouvement de la bobine. Donc l'étude du mouvement, c'est de la mécanique du point, et en mécanique du point, l'outil principal, comme vous le savez, c'est le principe fondamental de la dynamique. Donc, on va chercher à appliquer le principe fondamental de la dynamique sur notre système. Donc, le système, on va le définir, c'est bien la bobine, d'accord, qui a une masse petit m, et qui va effectivement rentrer progressivement là dans cette zone où règne un champ magnétique. Alors, si je fais un bilan des forces, alors dans un premier temps, effectivement, il y aura dans certains cas l'apparition de la force de Laplace. Donc pourquoi il y aura apparition de la force de Laplace ? Parce que dans le cas où vous aurez un courant induit dans votre spire, vous aurez aussi la présence du champ magnétique. Donc si courant et si présence de champ, vous avez forcément une force de Laplace qui apparaît. Donc ici, l'expression qui est là, c'est l'expression de l'élément infinitésimal de la force de Laplace, donc à savoir I dl vectoriel B. Donc ça, encore une fois, une formule à connaître par cœur. Deuxième force ici, dans mon bilan des forces, ça serait le poids. Donc le poids P égale mg. Donc c'est les deux seules forces à prendre en compte, vu qu'ici, on va négliger les frottements. Bien. Donc pour résumer la situation, je vous ai fait le schéma qui est ici. Donc la première situation, donc lorsqu'effectivement la bobine commence à rentrer dans votre région où règne le champ magnétique, c'est-à-dire X appartenant à 0L. Donc on a vu tout à l'heure que dans ce cas-là, il y a bien un courant induit dans la bobine. Et donc si courant induit il y aura forcément sur ce segment-ci de ma bobine une force de Laplace qui sera appliquée dans cette direction-là. Alors bien évidemment, vous allez me dire, il y a aussi des forces de Laplace qui vont s'exercer sur ce segment-ci, donc le segment du haut et le segment du bas. Alors on a vu dans l'exercice précédent, dans le premier exercice, qu'effectivement les composantes de la force de Laplace suivant y en fait vont se compenser. D'accord ? Donc ici, je vais un peu plus vite, je ne les prends pas en compte vu que je sais qu'elles se compensent. Donc je sais qu'il n'y a qu'une seule force de Laplace dont la direction est l'axe X. D'accord ? Donc, première situation. La deuxième situation, c'est lorsque votre bobine est complètement dans la zone où règne le champ. Donc dans ces cas-là, on a vu qu'il n'y avait pas de courant induit. Donc s'il n'y a pas de courant induit, il n'y a pas de force de Laplace qui s'applique à votre bobine. Troisième situation, quand la bobine sort progressivement de la zone où règne le champ B, eh bien, de nouveau, vous avez un courant induit, donc apparition
d'une force de Laplace. Encore une fois, je ne tiens pas compte de la force de Laplace qui apparaît sur le segment du haut et sur le segment du bas, pardon. Je vais y arriver, car je sais qu'elles vont se compenser mutuellement. Ce sont deux forces opposées. Alors, effectivement, sur mon segment ici, va encore une fois s'appliquer la force de Laplace orientée vers les x négatifs. Alors, comment je sais que ma force de Laplace ici est orientée dans le sens négatif? Eh bien, tout simplement, j'utilise la règle de la main droite pour venir calculer ici ou déterminer plus ou moins le sens et la direction de mon produit vectoriel. Donc si je fais ici, si j'applique ici la règle de la main droite, donc I dl vectoriel B, votre pouce va bien vous indiquer cette direction et ce sens-là. Et puis la même chose ici, si je recommence I dl vectoriel B, que je ne me trompe pas, donc I dl vectoriel B, ça vous fait bien aussi le sens des x négatifs. Voilà. Donc ça marche. J'ai eu un petit moment d'hésitation, mais tout marche bien. Bien. Alors il va effectivement falloir rentrer dans les calculs maintenant qu'on a un petit peu saisi la physique des choses. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser le PFD. Donc comme d'habitude, la masse fois l'accélération, ça va être la somme des forces. Ici, alors je vais un peu plus vite, j'ai directement projeté mon PFD sur l'axe OX, d'accord? Parce que tout se passe effectivement sur l'axe OX. Donc, sur l'axe OX, on va pouvoir écrire que la masse fois la dérivée seconde de la position x est égale à moins f de x EX, d'accord? F de x étant l'intensité de la force de Laplace. Donc, je vais avoir, je peux réexprimer en fait mon accélération par la dérivée première de la vitesse. Donc, j'ai m d2v sur dt égale moins f de x. Donc, dans les deux cas, dans le cas 2 et 4, que j'ai représenté ici, donc 2 et 4, donc dans ces deux cas-là, vous avez une force de Laplace qui a la même intensité. D'accord? Donc I fois L fois B. D'accord? Donc là, encore une fois, le calcul est assez simple à mener. L, c'est la longueur complète du segment. B, c'est le champ homogène. Et I, c'est tout simplement l'intensité des courants induits qui passent dans le segment. Donc, ceci, ça vous donne, si je remplace, connaissant le courant induit, ça vous donne grand N B carré petit L carré sur R fois V. Donc voilà pour l'expression de la force de Laplace dans les deux situations précédentes, donc la situation 2 et 4. Bien, alors, dans le cas numéro 3, la situation numéro 3, on a vu qu'effectivement, il n'y a pas de courant. Le I est nul, donc du coup, votre force de Laplace est bien nulle. Bien, alors je continue d'écrire du coup mon PFD. Donc, lorsqu'effectivement j'ai application d'une force de Laplace, eh bien, mon équation du mouvement devient celle-ci. Donc ça, c'est une équation qui est valable effectivement pour x, soit pour la situation numéro 2, donc c'est-à-dire x appartenant à 0L, ou soit pour la situation numéro 4, c'est-à-dire x appartenant à grand L plus petit l. D'accord? Donc ça vous donne, regardez ici, alors pour simplifier, j'ai posé alpha égale grand N B carré L carré sur R, d'accord? Et on aboutit du coup à cette équation du mouvement. Donc là, on y reconnaît une équation différentielle du premier ordre, sans second membre. C'est une équation assez rencontrée en physique. Donc si vous regardez bien, en fait, dans ce type d'équation, eh bien votre force F, la force de Laplace, apparaît comme une force de frottement fluide. C'est une force, si vous regardez ici, la force de Laplace est proportionnelle à V, d'accord? Et elle est orientée, elle s'oppose du coup au mouvement de votre spire. Donc c'est bien une force du type moins alpha V, et ça c'est ce qu'on appelle effectivement une force de frottement fluide ou aussi une force de frottement visqueux. Bien, alors, maintenant que j'ai mon équation différentielle ici, donc valable dans ces deux régions-là de l'espace,
il va falloir la résoudre. Donc on va commencer par la résolution de cette équation dans la situation numéro 2, c'est-à-dire dans le domaine spatial 0 petit l. Alors encore une fois, pour simplifier les écritures, on va poser alpha sur m égale 1 sur tau. D'accord? Alors effectivement, si vous regardez m sur alpha, si vous faites une analyse dimensionnelle, vous allez vous rendre compte que m sur alpha a les dimensions d'un temps. Et donc du coup, alpha sur m, on va appeler ça 1 sur tau, et tau, ça va être le temps caractéristique. Donc ici, j'ai procédé à la séparation des variables, j'ai mis toutes les vitesses d'un côté et le temps de l'autre, ce qui va nous permettre de résoudre assez facilement cette équation différentielle du premier ordre. Donc ça vous donne log de v égale moins t sur tau plus une constante d'intégration que j'ai appelée k0. D'accord? On passe le tout à l'exponentielle. Tiens, j'ai reçu un mail. Donc on passe le tout à l'exponentielle. Ça vous fait v de t égale exponentielle de moins t sur tau fois k1. Alors k1, ici je ne l'ai pas mentionné, mais k1, c'est juste l'exponentielle de k0. D'accord? Donc k1, c'est aussi une constante. On va utiliser les conditions initiales. Donc on sait qu'à t égale 0, on doit avoir v de 0 qui est égal à v0. D'accord? Et donc on en déduit facilement que la constante K1, eh bien, c'est V0, la vitesse initiale qu'a le cadre lorsqu'il commence à rentrer dans la zone où règne mon champ magnétique homogène. Donc, la solution dans l'espace 0 petit l, eh bien, c'est V de t égale V0 exponentielle de moins t sur tau. D'accord? Donc, là, je n'ai pas fait de graphe, mais en gros, dès que votre cadre va rentrer dans la zone où règne le champ, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va être soumis à une force de frottement, la force de la place, et donc votre vitesse va progressivement diminuer, et donc va suivre une décroissance exponentielle. Alors, à partir de la vitesse, on va pouvoir en déduire la loi de variation de la position. Donc, on sait que v, la vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. D'accord? Donc, je sais que d de x sur dt, c'est égal à v0 exponentielle de moins t sur tau. Ce qui me donne, donc là, je vais intégrer. Donc, ça me donne x de t est égal à moins v0 tau exponentielle de moins t sur tau, plus, encore une fois, une constante d'intégration que je vais déterminer avec les conditions initiales. Donc, on sait qu'à t égale 0, votre point A est en x égale 0. Donc du coup, x de 0 doit être égal à 0. Donc ça vous donne effectivement la constante d'intégration grand K qui est égale à V0 fois tau. D'accord? V0, alors tau, je vous rappelle que c'est m sur alpha. Et m sur alpha, c'est nb carré L carré sur mr. D'accord? R étant la résistance, je vous le rappelle, de votre bobine. Donc ça vous fait la fonction suivante, x de t, donc vous avez x effectivement en fonction du temps, x de t égale v0 tau, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Donc voilà pour la variation, pour la loi d'évolution de x, de la position en fonction du temps. D'accord? Alors attention, ça ce n'est valable effectivement que lorsque x appartient à 0L. Donc voilà pour la résolution de l'équation du mouvement dans cette première région. Alors dans la région numéro 3, c'est-à-dire la région, je vous rappelle, donc cette région 3, enfin le cas numéro 3 là, c'est quand x appartient à petit l, grand L. Donc on sait que dans cette situation, le flux du champ magnétique est constant. On sait qu'il n'y a pas de force électromotrice, du coup il n'y a pas de courant induit et donc pas non plus de force de la place appliquée. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que la vitesse de votre spire ici va être égale à la vitesse en L. D'accord? Bien. Bon. Donc, on applique le PFD. Donc, dans ce cas-là, on a mdv sur dt qui vaut 0. On va donc avoir v de t qui est égal à v1, une constante, vu que la dérivée est nulle. Et donc, je vais avoir x de t est égal à v1 de t plus une constante. Donc là, j'en arrive du coup à la loi de variation de x de t, où j'ai deux constantes à définir. C'est-à-dire que je vais avoir v1 à définir, et j'ai la constante ici aussi à définir. D'accord? Alors, on va se lancer dans ces deux calculs-là. Donc on va appeler t1 le temps tel que x de t1 égale L. Et v
de T1 est égal à V1. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? V de T1, ça doit nous donner V0 fois taux, facteur de 1 moins exponentielle de moins T1 sur taux, qui doit être égal à petit l. Ok? Donc j'en déduis, là ici, en transposant mes différents termes, je vais réussir à, on va dire, à exprimer, le temps T1. Donc là, vous suivez bien le cheminement de ces calculs. Et du coup, vous allez obtenir que le temps T1, alors je vous rappelle quand même, le temps T1, c'est le temps auquel la spire est en petit l, d'accord, et le temps auquel la vitesse, du coup, vaudra V1. Donc V1, c'est justement la vitesse que l'on cherche, c'est la constante qui est ici. Là, j'aurais pu... Pourquoi je l'ai mis là, du coup? Alors, attendez, ce qu'on va faire... Ah, putain. Alors, dans la région 3, maintenant, ou dans le cas 3, c'est-à-dire quand x appartient à petit l, grand L, c'est-à-dire on est dans cette situation-là, votre spire a commencé à rentrer complètement dans la région où règne le champ magnétique. Donc on a vu tout à l'heure que le flux était constant. Donc du coup, il n'y a pas de force électromotrice, il n'y a pas de courant induit, et donc du coup, pas de force de Laplace. Donc, ce qui se passe, c'est que la vitesse de votre cadre ici, eh bien, ça va être la vitesse du point A en x égale petit l. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va chercher du coup à définir. Donc, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Cette fois-ci, il n'y a plus de force de Laplace. Donc, j'ai md de v sur dt égale 0. Ce qui implique que votre vitesse à l'intérieur de cette région va être constante. Donc, cette vitesse, je vais l'appeler V1. Et ça sera bien la vitesse du coup en x égale L en fait. Donc, à partir de V, en intégrant, je vais en déduire la loi de variation de x. Donc, vous allez avoir x de t est égal à V1 fois t plus une constante. Donc ici, j'ai une variation linéaire de ma position. Donc ici, vous voyez, je vais avoir deux constantes à déterminer. J'ai V1, que pour l'instant, je ne connais pas. C'est un paramètre que je viens d'introduire, mais il va falloir que je le détermine. Et j'ai la constante d'intégration. Donc, on va regarder un petit peu comment on va s'en sortir. Donc, pour ça, on va on va définir T1, le temps qui correspond en fait à cette situation-là. C'est-à-dire le temps où x est égal à L et où V est égal à V1. Donc ici, vous voyez, j'ai marqué AT1. On est exactement dans cette position-là. Le petit a étant L, d'accord, et la vitesse va être égale à V1. Donc, je sais que ma vitesse, effectivement... je sais, si je reprends l'expression qui est ici. Donc, je sais que cette expression-là, elle est valable jusqu'en petit l, d'accord? Donc, on va dire qu'au temps T1, eh bien, la position, le x de T1 doit être égal à L, c'est-à-dire que je vais avoir V0 fois taux, facteur de 1 moins exponentielle de moins T1 sur taux, égale petit l. D'accord? Donc, vous déroulez un petit peu le calcul, voyez, et donc l'inconnu dans cette équation-là, notre inconnu, ça sera effectivement le temps T1. Donc, en déroulant les calculs ici, vous allez pouvoir sortir, exprimer l'inconnu T1. C'est-à-dire que le T1, c'est égal au logarithme de 1 moins petit l sur V0 taux puissance moins taux. D'accord? Donc voilà pour le calcul du temps T1 qui correspond, je le rappelle, à cette situation-là. Donc vous voyez que le temps T1, on peut complètement le déterminer avec les paramètres du système. Alors, maintenant que je connais le temps T1, eh bien, je vais pouvoir déterminer la vitesse V1. Alors, pour calculer la vitesse V1, eh bien, en fait, V1, ça va être V0, exponentielle de moins 1 sur taux fois T1,
d'accord? C'est-à-dire ici, log de 1 moins L sur V0 taux puissance moins taux. D'accord? Donc vous avez ici, du coup, le V1 qui apparaît. Donc V1, qu'est-ce que c'est? C'est V0, facteur de 1 moins petit L sur V0 taux. Donc je viens de déterminer une des constantes. Donc, si on résume pour l'instant, on sait que pour x appartenant à petit L grand L, c'est-à-dire pour x qui sera dans cette région-là, dans la région où règne le champ magnétique, vous allez avoir V qui va être égal à V0 exponentielle de 1 moins L sur V0 taux. Donc dans toute cette région-là, la vitesse va être constante, il n'y a pas de variation de vitesse dans cette région. Et donc du coup, pour l'instant, j'ai ma loi de variation de x qui va s'écrire de cette façon-là. Me reste juste à déterminer la constante ici. Donc, on va déterminer cette constante. On sait que x de t1, donc du coup, maintenant je connais t1, donc vous allez pouvoir écrire que x à la date t1, c'est égal du coup à ceci, d'accord? Plus, donc ceci plus la constante, ça doit être égal à petit l, ça c'est la condition au temps t1. Je rappelle qu'au temps t1, x doit être égal à l, petit l. Et donc, pareil, on déroule les calculs. Et l'inconnu ici dans notre équation, c'est effectivement la fameuse constante à déterminer. Et donc ici, je viens de déterminer ma constante. Donc, au final, pour la partie, pour la région où x appartient à petit l, grand L, la loi de variation de x, c'est cette formule-là. Donc voilà, donc là, j'ai déterminé effectivement ce qu'on nous avait demandé. Pour terminer, j'ai rajouté un petit graphique optionnel qui n'est pas demandé, mais qui permet de mieux comprendre les choses. Donc là, je me suis amusé à tracer du coup l'évolution de la vitesse de la bobine en fonction de sa position. Donc ici, avant que la bobine ne rentre dans la région où règne le champ magnétique, eh bien, sa vitesse est constante. Donc la bobine arrive avec une vitesse V0, d'accord? Elle va commencer à rentrer dans la zone où règne le champ. Donc on a vu que quand elle commençait à rentrer dans la zone où règne le champ, il y a cette fameuse force de Laplace qui intervient et donc qui agit comme une force de frottement fluide. Donc vous allez avoir une décroissance exponentielle de la vitesse, d'accord? Et puis arrivé en petit l, ce qui va se passer, c'est que votre bobine est complètement rentrée dans la zone où règne le champ. Donc du coup, il n'y a plus de courant induit et donc plus de force de Laplace. Donc de nouveau, votre vitesse est constante. Donc la vitesse est constante avec le paramètre qu'on a appelé V1 et qui est bien la vitesse, vous voyez, la vitesse du point, enfin la vitesse au point L, pardon. Donc votre vitesse est constante jusqu'au moment où la bobine va commencer à sortir de la zone où règne le champ magnétique. Donc encore une fois, dans cette zone de transition, vous allez avoir application de la force de Laplace qui agit encore une fois comme une force de frottement et de nouveau une décroissance exponentielle de votre vitesse pour aller se stabiliser. Voyez, une fois que votre bobine est complètement sortie de la zone où règne le champ, votre vitesse redevient uniforme. Donc vous voyez, ici, on a un exemple de freinage magnétique en quelque sorte. Vous aviez une bobine en mouvement avec une certaine vitesse V0 et lorsque cette bobine est passée dans cette région où régnait le champ, et bien tout simplement on a une force de freinage qui s'est appliquée et donc on a réduit comme ceci la vitesse de votre bobine. Donc ça, effectivement, c'est déjà les prémices des applications qu'on peut faire avec ce genre de courant induit. On peut faire effectivement des freins électromagnétiques notamment qui équipent certains camions. Alors, bien évidemment, le principe ne repose pas tout à fait ici sur une bobine qui se déplace, c'est plutôt un disque de cuivre en mouvement, mais il y a cette notion de courant induit et de force de frottement. Par force de Laplace. Donc, vous voyez, on vous fait étudier tout ça, mais il y a des applications très très sérieuses derrière. Alors, reprenez bien cette partie-là. Elle n'est pas forcément très simple, mais vous la reprenez bien à tête reposée. Vous refaites bien les schémas si il y a besoin. Et vous essayez de traiter les calculs le mieux possible. Donc n'oubliez pas qu'effectivement, si ça vous pose problème, vous pouvez me poser des questions sans aucun souci. Voilà, bon courage à vous.